Merci aussi de m'avoir confié ce sujet. Je veux dire, pour moi, c'est une première étape de discussion. Nous avons à l'agence une politique Sciences Ouvertes, c'est une politique de data sharing à mettre en place. Et il est hors de question pour moi de réfléchir, enfin pour nous, de réfléchir cette politique en dehors d'une réflexion commune avec les chercheurs, bien sûr, et les représentants communautaires et associatifs d'autre part. Alors, la toile de fond du data sharing, et j'emploierais plutôt le terme de partage des données de la recherche aujourd'hui, c'est celui-là, et bien évidemment, la composante d'éthique est importante. Je vais revenir dans un premier temps sur les données de la recherche et leur partage. Alors, le premier élément, c'est la science ouverte, qui se veut, enfin, qui est un mouvement qui a maintenant une trentaine d'années et qui considère la science et les données de la recherche comme un bien commun qui doit donc être partagé, dont l'objectif est de faire en sorte que la science soit plus cumulative, plus étayée, plus reproductible et plus transparente. Alors d'une manière pratico-pratique, on y voit trois piliers essentiels. L'accès ouvert aux publications avec un accès immédiat et gratuit, le partage des données de la recherche dont il va être question essentiellement au cours de ma présentation, et puis un élément important aussi, si on veut que les données puissent être partagées de la meilleure façon possible, une réforme de l'évaluation de la recherche et des carrières des chercheurs. Je n'aurai pas le temps de m'y appesantir. C'est un mouvement qui a été initié par les chercheurs, mais qui est soutenu maintenant depuis plusieurs années par les politiques, et avec une politique très volontariste en France, puisque nous avons depuis 2018 eu un premier plan en faveur de la science ouverte, et depuis 2021 un plan toujours en cours, puisqu'il va jusqu'à 2024. Alors, l'agence, la NRS, s'est engagée en ce sens, un peu après d'autres institutions, mais elle est maintenant totalement engagée. Elle le fait de manière conjointe, en réseau, avec de grandes agences de financement françaises, de manière à essayer d'harmoniser au plus possible nos pratiques. Le deuxième élément que je voulais mentionner, c'est la révolution technologique. C'est à la fois le problème du numérique, mais c'est aussi des technologies de pointe qui sont extrêmement coûteuses, qui ne sont pas accessibles à tous et qui conditionnent aussi, dans une certaine mesure, le partage des données, au moins dans certains domaines de recherche. Il y a les exigences de la société qui ne sont pas toujours faciles à concilier, non pas qu'elles soient contradictoires, mais encore une fois, en pratique, pas toujours faciles à concilier, avec une demande de réponse scientifique rapide à des problèmes qui sont complexes, de plus en plus complexes, je dirais même, et puis le respect des droits individuels des personnes. Et puis un dernier point que je voulais mettre en lumière, c'est l'acculturation des acteurs sur ces problématiques de sciences ouvertes, qui est extrêmement variable en fonction des disciplines et de l'ancienneté de la préoccupation à ce sujet. Il y a dans certains cas une véritable résistance au changement du fait des contraintes qui s'imposent aux chercheurs. Et du coup, ce partage des données requiert un temps pour pouvoir être effectif en pratique. Donc, parler d'équilibre entre les opportunités de recherche et l'enjeu éthique, c'est vraiment un sujet qui est complexe. La balance n'est pas forcément très simple à établir et on a absolument besoin d'avis techniques, d'avis de juristes. Voilà, là j'ai mentionné le nom d'une collègue qui est intervenue au cours de la journée des ADAC, des administrateurs de données dans le cadre d'une réunion organisée par le ministère de la Recherche, mais on a impérativement besoin de leurs avis, de même que l'avis des spécialistes de l'éthique est tout à fait indispensable. Et je mentionnais ici deux avis relativement récents du Conseil consultatif national d'éthique, et j'aurais pu mentionner la note d'éthique de l'INSERM à laquelle Anne Buisson faisait référence en introduction. Alors, en pratique, les données de la recherche sont déjà dans certains domaines largement partagées. Je voulais quand même en faire part ici. Il y a les sciences dures, les mathématiques, mais aussi l'astronomie, la physique, dans laquelle, à la fois parce qu'on traite du big data et parce que les moyens de recueil des données sont parfois extrêmement coûteux, comme je le disais tout à l'heure, là j'ai présenté le grand télescope du désert de l'Atacama. Voilà, pour ces raisons, les pratiques
sont bien diffusées, mais tout n'est pas forcément si facile et si rose que ça pour autant. Les pratiques d'échange de données dans des pays du Sud, là aussi, probablement pour des raisons de besoins essentiels, les pratiques me semblent plus diffusées et un succès qu'elles ne le sont en Europe. J'ai participé l'année dernière au 2e colloque international sur la science ouverte dans les pays du Sud et j'ai été extrêmement impressionné par les habitudes et la volonté des chercheurs dans différents domaines de partager leurs données, ce dont on est encore loin en Europe et dans le domaine de la santé, me semble-t-il. Et puis ce 3e exemple qui concerne les données de séquençage sur lesquelles on reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors, les choses sont évidemment plus complexes pour des raisons qui ont déjà partiellement été évoquées tout à l'heure. Quand on traite de données de santé, quand on traite de données personnelles, on a affaire au RGPD. Ça n'empêche rien, mais ça complique quand même dans les faits le partage des données. Mais il est évident qu'il y a des domaines où le partage des données est plus que pertinent. En tant qu'interniste, je ne pouvais pas ne pas citer la problématique des maladies rares, dans laquelle la collecte de données est essentielle, celui des pandémies, et on a bien vu l'éclairage important qui a été mis sur le partage des données pendant l'épidémie de Covid, et il en est de même sur le partage des données dans le cadre des maladies émergentes. Je veux dire, dans les deux cas, et je ne vais pas m'appesantir là-dessus, la NRS a essayé de faire en sorte que les données soient au mieux, au plus vite, et le plus possible partagées. Alors, les institutions sont certes engagées en faveur du data sharing, et pour certaines, elles y sont engagées depuis très longtemps. C'est le cas au NIH, qui dispose d'une politique qui a évolué au cours du temps, mais dont les prémices remontent à 20 ans aujourd'hui. Il y a également, j'ai voulu mentionner ici ce réseau de financeurs qui est Glopid Air, dont fait partie la NRS, qui a établi il y a quelques années, avant l'épidémie de Covid, en tout cas je crois que c'est en 2018, ses recommandations pour le data sharing en situation d'urgence épidémique. Et la NRS dispose aujourd'hui, dans son règlement antérieur, d'un paragraphe sur la science ouverte qui inclut quelques bribes concernant le partage des données. Alors, ce n'est pas parce que cet engagement des institutions existe, même s'ils sont très volontaires, que le partage des données est effectif. Et je tenais à citer cette enquête qui a été réalisée il y a peu de temps par Wellcome, après que Wellcome ait coordonné un appel aux chercheurs, aux éditeurs, aux financeurs au tout début de l'épidémie Covid pour que les données soient le plus ouvertes possible. Et quand Wellcome a fait le bilan de cet appel, eh bien, d'une part, les engagements des institutions n'ont pas toujours été tenus. D'autre part, il était un peu difficile de savoir quel était l'impact de cet appel sur l'engagement réel. Et puis surtout, il n'y a eu aucun impact, enfin très peu d'impact à long terme sur les pratiques des institutions après cet appel très focalisé. Et puis, je citerai aussi cette étude qui m'a beaucoup intéressé, qui interrogeait des chercheurs qui ont tous signé un data sharing statement, ce que demandent les éditeurs, c'est-à-dire préciser si les auteurs s'engagent ou pas à partager leurs recherches. Et lorsque les auteurs ont contacté les chercheurs qui avaient répondu positivement à un partage des données dans des conditions raisonnables, seuls 14% des auteurs ont accepté le principe du partage lorsqu'ils ont été sollicités, et en pratique, simplement 6% ont partagé de manière effective. Donc, de l'engagement à la pratique, il y a vraiment un fossé. Alors, deuxième partie, j'espère pouvoir avoir encore un peu de temps pour dire quelques mots, 5 minutes, ça ira. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de partage des données ? Je pense qu'on parle de data sharing, je pense qu'on parle de choses très différentes. Il y a tout d'abord le partage entre partenaires qui pose des problématiques de gouvernance des données qui sont établies a priori, qui ne sont pas simples, mais on est dans un cadre qui est
tout à fait différent et moins complexe que le partage des données avec des tiers dans le cadre d'une réutilisation des données. Et puis la particularité du partage des données associées aux articles dans le cadre du data sharing statement est aussi autre chose. Alors presque en regard, qu'est-ce qu'on entend par enjeu éthique? Alors, je voulais mettre de l'autre côté de la balance ce que prévoit aujourd'hui la loi et la réglementation, qui a évolué ces dernières années, fort heureusement, pour passer d'une loi pour une république numérique qui autorisait les chercheurs à partager au décret récent de décembre 2021 qui fait des obligations aux institutions publiques. Alors, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas s'interroger sur ce que dit la loi, sur ce que dit la réglementation, mais on peut s'interroger sur l'aspect éthique de ces choses-là. Mais pour moi, l'essentiel de la réflexion porte sur d'autres sujets. Alors, je pense que je n'aurai pas le temps de m'appesantir là-dessus, et puis c'est quelque chose que vous imaginez bien. L'intégrité, quand on parle d'intégrité scientifique et de respect de la réglementation et de la loi, ça n'est pas tout à fait la même chose que l'éthique. Respecter ce que nous impose le RGPD, c'est être intègre. L'éthique, c'est autre chose, c'est nous interroger sur les valeurs qui motivent nos actes, sur les conséquences, et ça fait appel à notre sens moral et notre sens de responsabilité. Et je vois avant tout deux thématiques qui méritent d'être interrogées, c'est le respect des individus et des communautés, je vais y revenir dans un instant, et je n'ai pas envisagé ici le respect des individus, et vous en parliez tout à fait logiquement tout à l'heure. Je pense que c'est important de s'interroger sur les conditions dans lesquelles un participant donne un consentement plus ou moins éclairé. J'ai focalisé ici, puisqu'on était avec des représentants communautaires, sur les problématiques communautaires. Et puis on dira un petit mot aussi sur l'équité de la recherche. Alors, là, je vais m'appuyer ici sur un éditorial que j'ai trouvé extrêmement intéressant, paru dans Science, il y a un petit peu moins d'un an, et qui s'interroge sur les relations entre les représentants communautaires et les recherches en matière de partage de données. Alors très clairement, ça repose sur une confiance, et une confiance qui s'établit avec le temps. À la NRS, on collabore avec les représentants associatifs depuis 20 ans, depuis 30 ans, et il y a une confiance qui s'est établie avec le temps. Et parce que les représentants communautaires participent à l'élaboration des projets, parce qu'ils participent à leur mise en place, à leur suivi. Cette confiance entre les différents partenaires, elle n'est évidemment pas transférable immédiatement à un réutilisateur de données. Et c'est un aspect fondamental à prendre en compte, parce que lorsqu'on va interroger, qui est-ce que la loi nous impose d'interroger lorsqu'on va partager les données? Ce n'est pas les associations, ce n'est pas les représentants communautaires, ce sont les individus. Et donc un certain nombre de problématiques sont mises sous le tapis. Et ce qu'identifiaient les collègues à l'origine de cet éditorial dans Science, ce sont ces problèmes. C'est une contribution, les risques, c'est une contribution à des inégalités de santé pour des populations marginalisées. Je pourrais vous donner quelques exemples, mais je pense que je n'ai pas le temps et on en discutera éventuellement. C'est une réinterprétation de données dans le cadre de méta-analyse, par exemple, sans prise en compte du contexte et qui peut être éventuellement en faveur des communautés. C'est une iniquité dans le partage des bénéfices en cas de données acquises auprès de populations marginalisées ou dans des conditions de ressources limitées. Et c'est au final un effet délétère sur l'empowerment des communautés. Alors, il y a peut-être quelques éléments qui peuvent moduler cette appréciation des risques. Ça, c'est le résultat d'une étude qui m'a aussi intéressé et qui évaluait le rôle des données dont le rapprochement entre des communautés de chercheurs qui ne se fréquentent pas forcément habituellement. Et dans quel cadre les réutilisations de données peuvent se faire. Alors là, on se situe dans le secteur de la santé environnementale, et ce que mettait en évidence ce travail de recherche, c'est qu'il y avait quand même de vraies convergences
entre les équipes qui vont réutiliser les données et celles qui les ont produites. Parce qu'on peut toujours, en théorie, s'interroger sur ce qui va être fait dans des données, dans des thématiques totalement différentes. Mais surtout, ce que pointait cet article, c'est le rôle important de la confiance entre les équipes qui vont collaborer et des relations interpersonnelles. Alors, ça n'efface pas toutes les interrogations que je pointais tout à l'heure, mais ça les module tout de même. Et dernier point, donc je pense que j'en aurai fini dans 1 ou 2 minutes, c'est le partage juste et équitable des données, avec ce point sur les ressources génétiques et ce qu'a permis le protocole de Nagoya signé en 2010, qui a tout de même ses limites, parce que l'ouverture volontaire de la science et ce que permet le protocole de Nagoya, c'est quand même un accès facilité aux données de séquençage, et donc une moindre demande d'autorisation des producteurs de données, et les données réutilisées ne leur sont donc pas forcément réattribuées. Et puis, c'est des problématiques techniques avec une inégalité d'accès aux possibilités techniques entre des pays dotés et des pays qui le sont moins. Il y a de plus un débat juridique qui est extrêmement nourri ces derniers temps sur le fait que la numérisation des données génétiques entre-t-elle toujours dans le cadre du protocole de Nagoya ou pas? Et donc, du coup, peut-on utiliser les données beaucoup plus librement et éventuellement de manière moins équitable que le prévoirait le protocole? Et puis, un dernier mot sur des tentatives d'évolution de manière à favoriser des modalités plus éthiques de diffusion. Je crois que je n'aurai pas du tout le temps de détailler, mais il y a la possibilité des licences dites à réciprocité, et puis les principes CARE qui répondent, qui complètent les principes FAIR que vous connaissez tous, des données faciles à trouver, accessibles, interopérables, réutilisables. Ces principes CARE prennent en compte les personnes et les objectifs. Et pour donner un exemple, dans une licence CARE, on doit exposer précisément quelle est la finalité de la réutilisation. L'autorisation auprès de celui qui a produit les données doit être absolument obtenue. Et l'un des objectifs, c'est d'éviter l'utilisation de données qui seraient acquises de manière illégale. Et puis, c'est assurer un partage des avantages qu'il peut y avoir à la réutilisation de ces données. Alors, pour conclure, il me semble évident que l'éthique est une composante essentielle dans la discussion sur le partage des données, mais que, inversement, on peut dire aussi que qu'à partir du moment où on pense que le progrès scientifique et que l'évolution des pratiques médicales est un enjeu important, il est aussi éthique de partager ces données. Voilà. Donc, on a clairement besoin, et je ne suis pas un spécialiste ni de la donnée ni de l'éthique, de spécialistes pour discuter de ces sujets, et c'est un sujet qui doit être traité surtout lorsqu'on veut mettre en place une politique institutionnelle d'agence avec l'ensemble des acteurs, et c'est sûrement pas une politique qui doit être mise en place, réfléchie isolément, d'où ce que je disais dès l'introduction. Je souhaite que cette présentation soit, j'espère et on fera en sorte que cette présentation soit un premier temps, un préliminaire à des discussions ultérieures. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Oui, merci beaucoup, Eric. Très intéressant. Dans les propos que je n'ai pas pu tenir, parce que je crois qu'il y a des acariens dans la pièce, il y a une dimension, il y a un paramètre à prendre dans le côté éthique du partage des données qu'on a bien vécu pendant la crise Covid et qu'on va revivre et auquel on est exposé en France, qui est l'intérêt du partage de données rapide et efficace pour l'aide à la décision publique en matière de décision de santé publique, pour guider les politiques vaccinales, pour guider les différentes politiques thérapeutiques ou de diagnostic, etc. On a besoin de s'appuyer sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, et donc des données qui doivent, en temps de crise, être générées en temps réel. Et il faut bien avouer quand même qu'en France, par rapport à certains pays qui sont des pays européens et qui sont mieux organisés peut-être que nous, en tout cas qui n'ont peut-être pas toutes les barrières que nous avons,
cet accès à la donnée rapide et efficace ne nécessite pas un aménagement particulier de la loi et permet de prendre des décisions rapides. Donc il y a une vraie réflexion à prendre en France pour tenir compte justement de cet intérêt vital de la donnée partagée pour la prise de décision publique, pour le bien de tous. Alors, ça me semble évident et plus que de bon sens. Je veux dire, la question du moment du partage des données est cruciale. Elle est évidemment différente en situation d'épidémie et dans la situation que tu décris, et puis dans d'autres où le partage est absolument nécessaire aussi, mais pas forcément dans le même temps. C'est pour ça que la plupart, et ça reste très vague, des grandes institutions qui ont établi des politiques restent vagues sur ce sujet et disent en temps opportun. Et ne précise pas ce temps opportun. L'obstacle n'est pas à mon sens la loi pour ce partage des données. Même s'il peut y avoir des freins pour les raisons qu'on a déjà évoquées, mais c'est en partie culturel et puis c'est en partie aussi lié à la façon dont on évalue les chercheurs. Je veux dire, quand on est en possession, faut être très clair. Je veux dire, monter une cohorte, ça prend énormément d'énergie. Je veux dire, si on ne peut pas les valoriser comme on le souhaite, c'est un frein pour beaucoup. Et tant qu'on n'aura pas progressé sur ce plan, il restera difficile. Je veux dire, même si on essaie d'être convaincant et si on a des raisons de l'être et qu'on peut y réussir de temps en temps, je pense que c'est un aspect sur lequel il est capital de travailler. Mais voilà, ce temps opportun est différent en fonction des situations. Si je peux juste me permettre, justement, ça me parle beaucoup dans la note de l'INSERM, c'est au comité d'éthique de l'INSERM, cette relation à l'acculturation finalement des chercheurs à l'open data et au partage des données est très très importante parce qu'effectivement ils se sentent producteurs de la donnée, notamment dans des grandes cohortes qu'il faut monter, effectivement ça prend de l'énergie et donc quelque part cette production de la donnée leur confère quelque part la propriété, donc c'est très très difficile d'acculturer les chercheurs à cette question du partage et de l'open data, quoi. Il y a une question au fond, il y en a deux. Rapide. Oui, moi je suis Jean-Paul Ngueya, je suis conseiller en santé sexuelle et droits humains au sein de l'association Afrique Avenir et je suis tout de même président de l'association Jeunesse du Monde en Action. J'ai deux préoccupations. La première concerne ce problème de partage de données où on vient de constater que la France est vraiment en arrière par rapport aux autres pays d'Europe et que l'Afrique même était déjà très avancée. Moi, originaire de l'Afrique, moi j'aurais pu croire que c'est plutôt en Afrique que les chercheurs avaient tendance à préserver leurs données pour ne pas faire avancer les choses. Mais je suis plutôt surpris que ce soit le cas ici en France. Mais pourquoi ne pas envisager un forum ou un symposium quelconque où on pourrait envisager de convoquer ces chercheurs-là pour ce partage de données? Est-ce que c'est un problème d'ego alors qu'on sait bien qu'il y a un problème de santé publique en jeu? Voilà, ça c'était la première préoccupation. Et de deux, je ne sais pas si Christine Rouziou est encore là. Voilà, merci. Brigitte Autrans aussi est là. Je voulais dire que par rapport à vos exposés de ce matin, je suis arrivé légèrement en retard, je m'en excuse, mais je voulais tout simplement que vous puissiez porter vraiment une attention à ces acteurs associatifs qui, tout au long de leurs investigations, mènent aussi des recherches. C'est le cas pour moi depuis une trentaine d'années. Je travaille dans le milieu associatif. Je recueille pas mal d'informations sur les idées reçues qui sont vraiment indispensables dans le parcours des soins. On se pose bien des questions aujourd'hui. Pourquoi il y a des pertes de vue dans les hôpitaux? Pourquoi certaines personnes ont une idée négative du préservatif qui est un outil très très important de prévention? Je vous assure que je recueille pas mal de données là-dessus sur ces idées reçues et moi je ne sais pas où est-ce que je vais les exploiter. Vous parliez tout à l'heure de certaines institutions qui les exploitent. Moi je suis donc ouvert. Alors je ne suis pas un clinicien mais je suis un acteur de terrain mais très indispensable dans les solutions que nous envisageons tous. Merci.
Je ne peux pas... Si je peux me permettre, on aura déjà peut-être un morceau de solution avec ce que Ivani va nous raconter sur effectivement la puissance des associations de patients à générer aussi effectivement des données des patients, et évidemment. Monsieur, et après peut-être si vous aviez des questions pour Brigitte Autrans qui est encore là, qui va devoir partir tout à l'heure, vous pouvez, mais après on va passer à la présentation suivante. Olivier Pollard, je suis médecin clinicien au CHU de Grenoble. C'est juste un petit retour d'expérience par rapport à ce débat intéressant sur consentement ou non-opposition. Et je pense qu'il y a des expériences qui sont possibles, ou en tout cas j'en témoigne parce que c'est ce qu'on a fait nous dans notre hôpital, avec une validation CNIL et bien sûr pilotée par notre DPO, où les patients sont réputés consentir à l'utilisation anonymisée de leurs données, sauf s'ils s'y opposent. Chaque fois qu'ils reçoivent leurs données, ils ont un espace où ils peuvent recevoir leurs courriers, leurs données biologiques ou d'imagerie. Chaque fois, chaque donnée est accompagnée de... Cette donnée peut faire l'occasion d'une analyse scientifique, d'analyse pour de la recherche. Si vous souhaitez vous y opposer, manifestez-vous. Il y a des affiches partout dans l'hôpital pour dire vos données produites ici, sauf si vous vous y opposez, peuvent être utilisées pour de la recherche scientifique, avec des garde-fous, quels sont les serveurs qui les hébergent, qui sont les partenaires avec qui on travaillerait ou pas. À côté de ça, les patients ont la possibilité, de manière légèrement hypocrite parce que c'est en ligne, et étant donné les problèmes d'accès en ligne de plein de populations, c'est difficile, de s'opposer, de manifester leur opposition, dont j'ai entendu parler de telle étude, je ne souhaite pas que mes données, je m'oppose à ce que mes données soient utilisées. Ça nous a extraordinairement facilité la vie, alors qu'avant, chaque fois qu'on faisait une étude, on envoyait 1 millier de lettres à des gens qui recevaient de façon traumatisante une lettre de l'hôpital, c'est-à-dire c'est soit la mort, soit la maladie, soit le paiement, et pour leur dire « Est-ce que vous êtes d'accord pour que votre créatinine d'il y a 5 ans, je l'utilise pour de la donnée, en données anonymes pour des études ?» Et le fait d'avoir mis ça au point de façon officielle, transparente, encore une fois, pour notre hôpital, pour les études monocentriques qu'on fait, on fait des études multicentriques bien sûr, nous a beaucoup aidé. Et alors ça rentre un peu en dissonance avec ce qui avait été dit sur le consentement explicite, et c'est très intéressant, je trouve. Oui, alors après, est-ce que vous restituez le résultat des études aux patients qui y ont participé? Parce que c'est aussi toute la question, c'est à un moment donné de savoir en fait pourquoi on est utile et à quoi ça sert. Mais juridiquement, il n'y a pas de restriction possible. Là, votre exemple, si j'ai bien compris, il y a une anonymisation totale des données de santé. Donc il y a un risque nul derrière en termes de traitement des données. Et puis la CNIL a donné son aval. Très bien. Après, il faut voir le cas particulier. Parce que... Oui, mais il faudrait voir le cas particulier. Parce que moi, je ne vais pas vous faire une consultation. Là. Il faudrait que je vois le cas, mais a priori, tout se passe bien. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question pour Brigitte Autrans qui est là, qui va repartir? Qui a l'air de... Ok. Bon, bah alors, peut-être une petite question, d'accord, rapide. Oui, bonjour, Marc-Antoine Bartoli, du coup, coordinateur prévention pour ACT UP. Tout à l'heure, vous parliez de la campagne vaccination HPV, du coup, pour dire qu'elle sera lancée au mois d'octobre. Et vous avez parlé également des données, du coup, qui ne seront pas collectées. Donc, comment vous répondez à ça, voilà, une campagne qui se veut ambitieuse, qui en plus a été annoncée en grande pompe au mois de février, avec des moyens. Mais voilà, comment on pourra évaluer cette campagne et pourquoi ces données ne sont pas collectées? Alors, c'est la maison qui nous héberge qui organise cette campagne. Je n'ai pas toutes les informations sur l'organisation de cette campagne. Mais ce qui est clair, c'est que lorsque les enfants vont être vaccinés dans les collèges, il n'est pas imposé de fournir le numéro d'identification de patient des parents. Et donc les données de l'enfant ne seront pas transmises dans le système national de santé, le SNDS, ce qui fait que, vous savez peut-être que EPIPHAR, le consortium EPIPHAR qui fait la pharmacovigilance avec la NSM, utilise directement ces données du SNDS. Donc il ne faut, j'ai peut-être me suis mal exprimée, il n'y a pas une absence totale de recueil de données, mais il n'y aura pas un recueil de données par le biais du SNDS, qui est aujourd'hui quand même
même s'il a des difficultés d'accès, il est quand même le système le plus exhaustif en France pour recueillir des données et faire des études, puisqu'il est ouvert à tous les chercheurs et à l'intérêt général. Donc, il va y avoir des données qui vont être probablement manuscrites ou transcrites de façon, on ne sait pas encore très bien. Et donc, il y aura une difficulté, ça ne sera pas une impossibilité, mais il y aura une difficulté à faire des études en temps réel. Et c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons, et plusieurs des acteurs publics aujourd'hui convergent vers cette idée qu'il va falloir amener un peu plus de coordination des données dans cette campagne qui est extrêmement importante. Merci beaucoup.